journaliste à RTVS 1. Frédéric Chilolo commente la chanson de DJ Mumboshi. C'est une chanson qui porte sur l'attentat à la pudeur. Basilambongo, Balelambongo, Nakati Rouge, Libana Chocolat, Pene Zamba, Okiti Liboul, Okiti. Frédéric Chilolo commande cette chanson. Frédéric Chilolo sera poursuivi ici. On dit attentat à la pudeur. On peut appeler aussi autrement imputation de mariage. Quand vous montez... Info 243 au cœur de l'actualité. Montez la meilleure défense. Il y a des moments de la vie. Comment on titre là? Monsieur Tumbandanga Kade à son tour maintenant de défendre son travail. Sambia, du second lecteur, l'assistant Mukendi, du directeur, le professeur Taylor, qui pourra nous rejoindre dans un instant, et de votre serviteur, le CT Mabaya, comme président du jury. Au nom du jury ainsi constitué, nous vous accordons 10 minutes, M. Cadet, pour nous présenter le résumé de votre travail. Vous avez la parole. Les respectifs, bonjour. Avec l'autorisation du jury, je souhaiterais défendre le mémoire qui porte sur la problématique de l'exercice concomitant des poursuites cas des journalistes en République démocratique du Congo debout. Si le jury peut nous autoriser. Merci. De mémoire, comme vous avez entendu le sujet, vous pouvez le lire au tableau. Nous voulions de prime abord dire sincèrement merci au corps académique, ici représenté par le secrétaire général académique de cette alma mater, qui nous a réservé un accueil beaucoup plus chaleureux
pour accepter, après 20 ans, plus de 20 ans, de reprendre l'exercice d'être étudiant sur le banc de l'école. Nos remerciements vont plus particulièrement au professeur Taylor Lubanga, qui, comme l'a annoncé le président du jury, pourra nous rejoindre, qui a accepté de diriger ces mémoires avec une dextérité qui pouvait être confondue à une méchanceté. Mais c'est grâce à cette dextérité que ce travail peut avoir la qualité qu'il a obtenue ce jour. Nous exprimons aussi toute notre reconnaissance à vous tous qui êtes venus pour assister à cette défense, plus particulièrement à M. l'administrateur de la RTC, M. Denis Kanida, à notre collègue Moulumba Pichou, né adjoint du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Comme vous l'avez constaté, ce travail porte sur la problématique de l'exercice concomitant de poursuite. Nous sommes partis de la question pourquoi, pour un même fait, qui est considéré d'un côté comme une faute professionnelle, et de l'autre côté comme une infraction, les journalistes peuvent être poursuivis d'une part par la commission d'éthique et de discipline professionnelle appelée tribunal de pair, en même temps, pour la même faute, il peut être poursuivi par le CESAC, le régulateur. En même temps, il peut être poursuivi au pénal et il peut être en même temps poursuivi au civil. S'il est dans une maison où il y a un conseil de discipline, donc le conseil de discipline peut également le poursuivre. Voilà pourquoi nous sommes posés la question de savoir si c'est ça notre problématique. Pourquoi pour un même fait, considéré comme faute professionnelle et comme une infraction par voie de presse, les journalistes peuvent être poursuivis concomitamment par au moins 5 instances? C'est la question que nous nous sommes posés. Et la réponse, à titre provisoire, comme hypothèse que nous avons trouvée, c'est le flou que créent les textes légaux qui régissent la presse dans notre pays. C'est ce flou qui fait en sorte que les journalistes peuvent être poursuivis de la même manière et par le tribunal de pair, et par le CESAC, et au pénal, et au civil, et au conseil de discipline de sa maison. Comme méthode pour aborder cette question, nous avons trouvé la méthode exégétique qui consiste à analyser les textes légaux réglementaires se rapportant à notre sujet. Et en temps, dans une répartition par rapport au temps, ce travail part de 1996, où la loi portant exercice des libertés de presse en République démocratique du Congo a été adoptée au Parlement, et en 2023, où cette même loi a été révisée. Et pour bien le rendre cohérent, nous l'avons subdivisé en 3 parties, 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur les poursuites d'une manière générale, au civil. Et le deuxième chapitre a porté sur les régulateurs, qui est le CESAC, son fonctionnement, son organisation. Le deuxième chapitre sur l'autorégulateur, qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Et au troisième chapitre, nous avons analysé l'exercice concomitant de poursuites contre un journaliste. Pour bien comprendre cette histoire, par exemple, nous pouvons trouver 2 ou 3 infractions pour lesquelles
les journalistes peuvent être poursuivis et au disciplinaire, et au pénal, et au civil. Je prends un exemple. Par exemple, attentat à la pudeur. Journaliste à RTVS 1, Frédéric Chioyo commente la chanson de DJ Mumboshi. C'est une chanson qui porte sur l'attentat à la pudeur. Basilambongo, Balelambongo, Nakati Rouge, Libana Chocolat, Pene Zamba, Okiti Liboul, Okiti. Frédéric Chioyo commande cette chanson. Frédéric Chioyo sera poursuivi ici. On dit attentat à la pudeur. On peut appeler aussi autrement imputation de mariage. Quand vous montez, également, les conseils de discipline de RTGS, conseils de discipline, vont tous poursuivre Frédéric Chioyo pour cette faute professionnelle. Frédéric Chioyo sera sanctionné, 1. par l'UNPC. Le CESAC va sanctionner Frédéric Chioyo. Il va sanctionner la RTVS 1. Vous allez comprendre que même d'autres journalistes qui n'ont pas commis cette faute seront sanctionnés du fait de M. Frédéric Chioyo. Quand vous descendez, Frédéric Chioyo sera sanctionné au pénal. Il sera privé de sa liberté et il sera sanctionné au civil. Donc, Frédéric Chioyo sera sanctionné pratiquement 5 fois. Et au niveau de sa maison, comme vous allez vous rappeler de l'affaire de Jessica Massele, il sera sanctionné par sa maison. RTVS 1 va le sanctionner. C'est ce que j'appelle la surjudicialisation du journaliste congolais. Donc, les journalistes congolais, c'est les citoyens les plus fragiles en termes de poursuites dans notre pays. Et pourtant, les autres peuvent jouir lorsque l'affaire est au niveau, par exemple, du pénal. Le pénal, c'est le civil en état. Mais les journalistes congolais, c'est le citoyen le plus fragile qui peut être poursuivi par tout le monde au même moment. Donc il y a une sorte de surpoursoivabilité du journaliste congolais. Alors quelle est la conséquence de cette surjudicialisation? C'est que pour les journalistes professionnels, comme Jeline Kalinda, comme Pichou Moulumba, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'autoriser à faire l'autocensure. Et pour les journalistes mercenaires, comme certains qu'on connaît, qui sont également étudiants ici à cette université, à quoi ils vont se livrer? Ils vont se livrer pratiquement à des attaques et à des infractions qui peuvent leur coûter cher. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si les journalistes ne sont pas en prison aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de plainte, c'est parce que les gens ne se plaignent pas, c'est parce que le parquet ne s'autosaisit pas. Alors, la prochaine conséquence, c'est quoi? C'est que la population est privée de l'information. Donc, le droit de la population à l'information est pratiquement barricadé par ce que j'appelais la surjudicialisation. Donc, la population ne peut pas non plus accéder à l'information la vraie, étant donné qu'il y a d'un côté la liberté de presse consacrée par les articles 23, 24 de la Constitution, mais qui sont bloqués par les lois liberticides que nous avons. Si dans la loi de 2023, on dit que
le droit de réponse constitue une réparation, cela n'est pas possible pour les autres infractions d'atteinte aux droits d'autrui, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ce travail, il est fait de main d'œuvre. Et tout travail fait de main d'œuvre ne peut pas marquer de faille. Et par conséquent, je vais solliciter auprès du jury et auprès de tous les autres lecteurs toutes les failles qui pourraient contenir, et je sollicite réellement votre indulgence. Je préfère, avant de clôturer, parce qu'il n'était pas là, exprimer toute ma reconnaissance au professeur honorable Taylor Lubanga, qui a donné tout son temps pour diriger ce travail. À un moment donné, je considérais sa rigueur, sa dextérité comme une méchanceté, mais c'est grâce à lui que nous pouvons avoir produit ce travail, parce que pas à pas, il nous a conduit, il nous a menés jusqu'à produire ce travail. Je vous remercie. Vous venez de le dire, nous avions, le directeur était absent, maintenant il est là, le professeur Taylor Lubanga. Nous allons commencer la défense. Je vous avais donné la proposition du jury. Nous avons deux lecteurs. Le premier, le chef des travaux, Sambia. Le second, l'assistant Mukendi. Le directeur, sûrement, le prof. Et votre serviteur, c'est le président du jury. Nous passons la parole au premier lecteur, le chef des travaux. Merci Monsieur le Président pour la parole. Sans plus tarder, Monsieur Joël Cadet, nous commençons sur le plan de forme avant d'entamer le fond. Je vois ici directeur et co-directeur ou encore le rapporteur. Le nom du rapporteur, c'est en entier. Je vois Godé Kabouya Kapinga. Mais pourquoi n'avez-vous pas pris soin de mettre le nom ou de reprendre le nom de votre directeur dans son entièreté? Il fallait commencer par le prénom, Taylor, Lubanga, ainsi que le poste-nom. Très prochainement, prenez soin, M. Joël Cadet, de reprendre le nom du professeur dans son entièreté. Je vous invite à prenez la 6e page de votre travail. Oui. À la problématique ou aux questions posées dans votre problématique. Mais pourquoi vous avez mis l'hypothèse au singulier? Je vous prie de mettre l'hypothèse au pluriel. Mettez un S. Vous n'avez pas de stylo? De limitation du sujet. On peut lire. Du point de vue spatial, allez à la page 83. Vous parlez de la manière dont les choses se font en France. Vous avez même invoqué une décision de la Cour de cassation de 1881. Alors, vous auriez dit préciser dans la délimitation que toutefois nous ne manquerons pas de faire le droit comparé si c'est possible. Au lieu de vous limiter seulement à la République démocratique du Congo. Premier chapitre, j'ai aimé, il y a eu une introduction partielle, suivie de la conclusion partielle à la 28e page. C'est bon, c'est bien fait. Mais dommage que lorsque vous commencez le 2e chapitre, n'est-ce pas, il n'y a pas d'introduction partielle. Bizarrement, je me suis rendu compte qu'à la fin de votre 2e chapitre, page 40, vous y êtes? Vérifiez à la page 40.
Page 40. Il n'y a pas eu une introduction partielle. Je ne sais pas si vous allez accuser l'opérateur de saisie. Heureusement, comme vous l'avez dit, c'est une humaine. Et à la fin, nous sommes à la bibliographie. Bibliographie. Page 106, point 2, ouvrage. Par le premier point, texte juridique. C'est en gras. Mais pourquoi souligner encore un texte qui est déjà en gras? Ici, vous n'avez que l'option. Soit vous mettez en gras, soit vous soulignez. Donc, prochainement, prenez soin de ne pas mélanger le deux à la fois. Nous avons suivi la démonstration que vous avez eu à faire au tableau concernant votre travail. C'était d'ailleurs l'essentiel, ces points-là. Vous avez parlé du flou du législateur concernant les textes régissant la presse, quelque chose comme ça. Veuillez nous expliquer ces flous-là et quelles sont vos pistes de solution, quelles sont vos propositions, n'est-ce pas? Voilà, Monsieur le Président, c'est l'unique question. Je vous remercie et je vous remets la parole. Merci. Absolument, avec notre autorisation. Le flou que crée le texte, vous avez la loi numéro 23 par 009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Vous avez cette loi-là qui régit la presse, l'ordonnance. Vous avez l'ordonnance, vous avez la loi organique, portant fonctionnement du CESA, qui est également chargé, n'est-ce pas, de gérer l'exercice de la liberté de presse et qui donne, n'est-ce pas, au CESAC, qui est le régulateur, de gérer la presse, notamment les organes de presse. Et vous avez en même temps le code d'éthique et déontologie du journaliste congolais qui gère la presse. Aux côtés de la loi, vous avez le code pénal. Le code pénal qui régit également les infractions par voie de presse. Parce que nous avons, d'un côté, les infractions qui peuvent être commises par les journalistes d'une manière générale, par exemple les journalistes qui portent sa voix ou son image sur une publicité à l'article 26 de cette loi, mais vous avez les infractions qui sont susceptibles d'être commises, des droits communs, qui sont susceptibles d'être commises par voie de presse. Ça veut dire, par exemple, les citations à la haine, la démoralisation des troupes au front. Il y a un journaliste ici qui, de temps à autre, pousse les militaires et dit non, tu sais qu'il dit Azo lié à Azo, mais Azo se fait ça, alors que les militaires sont payés $20 au front. C'est un journaliste étudiant à cette université ici. Alors, c'est une démoralisation au front, des militaires au front. Et la peine, c'est la peine capitale pour ces journalistes-là. Donc, ils peuvent commettre de la même manière que quelqu'un peut appeler au front. Les militaires vont leur dire que Papa Bundate, parce que à Warakisasa, les gens fêtent, ils festoient, ils mangent, ils boivent, pendant que Bino Bosa na front. Ça peut constituer une infraction. De la même manière, il a commis cette infraction par voie de presse. Et en conséquence, il peut aussi être poursuivi. Et non seulement que vous avez le code pénal, mais vous avez également le code civil. Il peut être maintenant, parce que tout fait qui cause préjudice à l'autre
je crois le code pénal livre 3. Donc la personne répond de sa responsabilité. Et en conséquence, il peut payer les dommages et intérêts à la personne qui est victime de ces faits-là. Alors, comme solution, suivant votre question, le legs référendum que nous avons trouvé, il faudrait, pour permettre à la population d'accéder à l'information, parce que c'est ça la conséquence que nous avons trouvée, que les législateurs puissent adopter une loi qui permette, de la même manière que les députés et sénateurs jouissent des immunités pour les fautes, pour les infractions qu'ils peuvent commettre lorsqu'ils prennent leurs décisions par devant la tribune, que les journalistes, dans l'exercice de leur métier, jouissent non seulement de ce privilège, mais également qu'ils puissent que les poursuites par devant le régulateur ou l'autorégulateur qui est l'UNPC ou le CESAC soit un préalable, donc ils bénéficient de poursuites, de privilèges de poursuite. Voilà ce que nous avons proposé comme solution. Vous avez inséré ça dans les corps de travail? Exactement. Heureusement, nous sommes ici en face d'un député. Heureusement. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, vous voulez lui charge. Ok, merci, Monsieur le Président, la parole que vous nous accordez. Les travail étant bien dirigé et étant suivi de main de maître par le professeur Taylor, je dispense M. Toumba des remarques de forme. Et sur le plan de fond, je voudrais lui faire la première remarque. Ce n'est pas l'article 258 du Code pénal, c'est l'article 258 du Code civil, livre 3, qui règle les questions de faute ou les questions des réparations. Je voudrais aussi, sur le plan de fond, rappeler, on se met d'accord, les journalistes ne bénéficient pas des privilèges des juridictions ni des privilèges de poursuite. De droit, le droit pénal congolais garde son autonomie. Le journaliste n'est pas à l'abri des infractions, tout comme à l'abri des poursuites. Un journaliste peut administrer des coups pendant la télé et pendant ses émissions à la télé, tout comme en dehors. Un autre peut tabasser ses enfants et il peut se bagarrer avec ses amis en dehors. À ce moment-là, il n'agit pas en tant que journaliste. Il n'agit pas en tant que journaliste. Eh bien, il doit être poursuivi si les faits par lui commis ont été prévus d'une façon antérieure par les législateurs. Le droit congolais, en tout cas, il ne reconnaît pas votre tribunal de paix. Non. Ça, c'est par rapport à votre déontologie et consorts pouvait être jugé par vos pairs. Mais lorsqu'un journaliste diffame, lorsqu'un journaliste injurie, bref, tout ce qu'il commet par voie de médias comme infraction, eh bien, ces infractions doivent être poursuivies. Pourquoi vous connaissez les principes? Vous l'avez bien. Nous, le crimen, nous, la sine qua non légale. Ce principe-là consacre l'antériorité de définition des infractions avant leur commission. Donc, on n'a pas visé ici les journalistes. Alors, je voudrais qu'on fasse un débat de droit. Vous avez été beaucoup plus trop journaliste. C'est bien écrit ici. Hein? Toumba, tout ça, licencié, et puis avec beaucoup d'arrogance ici. Toumba Danga, tout ça, licencié Inilou, gradué ICSM, je crois que vous risquez encore de compléter, gradué, et ainsi de suite. On n'en a pas besoin. Alors, mon cher ami, pour un journaliste, je vous reprends un cas typique. Je constate que même votre CESAC viole le principe du contradictoire et la présomption d'innocence. Pourquoi? Puisque le CESAC, dans un premier temps, il suffit que le CESAC voit les gens se battre à la télé, les CESAC commencent par sanctionner. Commencent par sanctionner et par après
il invite les journalistes pour qu'ils soient entendus. Mais même pourquoi en amont, on vous dit non, non, c'est une mesure conservatoire. Alors, mon unique questionnement est celui-ci. Les journalistes, en commettant une infraction, ils troublent l'ordre public doit être rétabli, et puis ils commettent une faute. En droit, comment doit-on réparer les préjudices causés par un journaliste? Et la toute dernière question est quels sont les éléments des réparations d'un préjudice? Voilà, Monsieur le Président, les deux questions que nous avions à poser à l'étudiant. Monsieur Toumba, vous avez deux questions. Vous les avez posées. La publication du droit de réponse ou de rectification constitue réparation à l'égard de la personne lésée. En cas de refus de publication d'un droit de réponse ou d'une rectification, la personne lésée est en droit de saisir les instances judiciaires pour réparation. Il y a un journaliste, étudiant de cette université, qui a refusé un droit de réponse à quelqu'un dont il s'est constitué pratiquement comme juge pour établir la culpabilité, parce que la culpabilité ou l'innocence ne peuvent être établies que par les juges. Il y a un journaliste, étudiant de cette université, qui a condamné ces messieurs. Et donc, la première manière de réparer, la loi le fixe, je suis en face de moi un législateur, c'est les droits de réponse. Et lorsque le journaliste refuse de publier les droits de réponse, la personne lésée peut se permettre d'aller par devant les instances judiciaires. Et toutes les autres infractions de droit commun qui peuvent être commises par voie de presse sont automatiquement des infractions, comme vous l'avez bien fait observer. Donc, elles peuvent être poursuivies avec le régime répressif prévu par les codes pénals que nous avons dans notre pays. Et au niveau de la réparation civile, si les journalistes, parce que j'ai dit, la réparation du préjudice est prévue par le droit de réponse, au cas où les journalistes ne peuvent pas intervenir, parce que pour peut-être votre appel est considéré, c'est l'article 113, est considéré comme atteinte par voie de presse tout comportement ou tout acte du professionnel des médias commis à l'occasion de l'exercice de sa profession qui a porté atteinte à l'ordre public, aux droits d'autrui et aux bonnes mœurs et qui a causé préjudice. Donc, droit d'autrui, bonnes mœurs et l'ordre public. Et est également considéré comme atteinte tout comportement de tout usager des médias qui a enfreint et porté préjudice à l'ordre public ou aux droits d'autrui et aux bonnes mœurs. Alors, cette loi, c'est pourquoi nous avons considéré qu'elle nous recule davantage. Elle établit un cordon ombilical entre cette loi et le code pénal. Ce qui fait que les journalistes se retrouvent dans une sorte de surjudicialisation qui ne permet pas à la population d'accéder à l'information. Or, le droit à l'information est consacré, c'est comme le droit à la nourriture, le droit à la vie. Parce qu'un jour, réveillez-vous qu'un jour, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de journal, il n'y a pas d'information à la télévision. En tout cas, c'est tout le monde qui va courir dans tous les sens. Alors, pour permettre que la population ait l'information, c'est pourquoi nous avons proposé, comme les référendats, comme je suis en face d'un législateur, que nous puissions, n'est-ce pas, pour toute faute commise à l'occasion de l'exercice de sa profession, que les journalistes puissent bénéficier, n'est-ce pas, des privilèges ou des humilités, et que cela soit un préalable avant la saisie des instances judiciaires. Et à M. Toumba, voilà la faiblesse de votre loi, c'est le fameux droit de réponse. Le droit de réponse n'est pas une réparation. Parce que le code pénal, comme vous l'avez dit, prévoit des infractions d'atteinte à la dignité, à la personnalité
Et vous pensez que le seul droit de réponse peut réparer l'ignominie que peut subir la victime du comportement peu déontologique du journaliste. C'est ainsi que nous sommes de ceux qui pensent que la réparation doit se faire selon ce que le code pénal et le code civil a prévu. L'article 258, alinéa 1er. Tout fait quelconque de l'homme, on dit de l'homme, ça peut être aussi de la femme, qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer. Donc, cet article qui parle du droit de réponse n'abroge pas les codes civils. Et lorsque le journaliste est poursuivi au pénal, eh bien, toute infraction cause toujours préjudice. Il se pose la question des réparations, du préjudice. En ce moment-là, c'est les tribunaux, à la demande de la victime, qui apprécient souverainement, je dis bien les tribunaux de droit commun, pas les tribunaux de paix, qui apprécient souverainement les dommages et intérêts pour que le préjudice soit réparé. Quant à la question, en votre cours de droit civil, des obligations, et pour qu'il y ait réparation civile, il faut qu'il y ait d'abord la faute, mais la faute, il faut qu'il y ait le lien de causalité, et puis un préjudice. Sans la réunion de ces trois éléments-là, on ne peut pas parler de la réparation civile. Je comprends, c'est une lutte que vous menez, mais moi je conçois les humilités et les troubles de poursuite et les poursuites tels que vous le préconisez, risque de demeurer une sorte d'impunité par rapport à ce que nous vivons dans notre presse aujourd'hui. Soutenir avec brio et démonstration aux allures d'un travail d'études approfondies de mémoire à l'heure d'actualité, en raison de conditions professionnelles du journaliste, mais aussi, on peut extrapoler pour dire, en raison d'un véritable libertinage que l'on déplore dans les milieux professionnels avec les journalistes aujourd'hui qui sont à la fois des avocats et des juges. Il faut donc s'interroger sur le régime disciplinaire. Il faut tout aussi envisager les limites légales et penser, n'est-ce pas, aux enrichissements dans les cadres des réformes comme il l'a fait. Je voudrais rappeler que pour ce qui est de mon nom, il n'a suivi que ce que je lui ai demandé. Je préfère toujours amputer mon nom du poste nom. Maintenant, par ailleurs, Taylor Lubanga, qui est un nom aujourd'hui connu, et comme ça. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute du directeur qui a pris la décision depuis un temps de permettre que ce nom soit le plus court possible pour en faciliter la compréhension. Mais s'agissant de critères, disons, de remarques de forme, je voudrais rappeler que c'est une œuvre humaine, mais qui, à l'analyse ou à l'examen de sa qualité en termes de production scientifique, conviendrait à quelques nuances près à un travail d'étude approfondie. Pourquoi? Parce qu'il présente une problématique beaucoup plus profonde. Comme acteur de la profession lui-même, journaliste, il essaie de nous dire ce qu'il vit. De quel droit avons-nous, de dire au crocodile qui n'a pas raison lorsqu'il nous parle du poisson? C'est quand même un problème. Le crocodile vit avec les poissons, il nous dit comment vivent les poissons dans l'eau où ils sont ensemble. De quel droit et de quelle manière? Quelles sont nos compétences à nous pour scruter et contredire ce monsieur qui nous dit que c'est qu'il fait? Là n'est pas un problème. Mais le problème est au niveau toujours de remarques. J'ai entendu le deuxième lecteur parler du principe nous l'homme mais nous la poésie déléguée, même si moi j'ajoute nous l'homme yudu comme si délégué. Pour dire que ce principe traduirait une antériorité des faits. Pas totalement.
Pas totalement, parce que ce principe, par contre, impose que tout fait, toute procédure soit légale. C'est-à-dire, l'arrestation, comme l'interpellation du journaliste, doivent être prévues dans une loi connue et publiée. C'est pourquoi on dit la conformité des infractions, des sanctions et des procédures à la loi, nous le criminel. Parce qu'en français, il n'y a pas de faction, il n'y a pas de peine, il n'y a pas non plus de procédure lorsque une loi est libre. Par contre, par rapport à l'antériorité, on revient à un autre principe, c'est le principe selon lequel moneat plus comme feriat. Pour dire, la loi avertie doit être postérieure à la sanction, plutôt antérieure à la sanction, c'est-à-dire que le législateur qui publie les lois doit les rendre accessibles et compréhensibles à ceux qui doivent les connaître, de sorte que lorsqu'ils les auront violés, que ces individus ne prétendent pas n'en avoir pas pris connaissance, même si pareil, il y a un principe selon lequel l'ignorance du droit n'est pas exclusoire des responsabilités. Bref, c'est un recadrage pour dire, c'est vrai que dans le principe criminel, il y a une antériorité quelconque, mais cette antériorité, beaucoup dans la légalité, c'est la loi qui doit prévoir les faits. Et c'est le juge qui doit pouvoir sanctionner les manquements aux lois. J'ai également entendu lors des débats la notion de réparation. Sur les concepts de réparation intégrale. Du vieux romain, les dommages, c'est le mal, c'est l'abîme. Les dommages, c'est le préjudice. Mais lorsque vous le prenez dans sa situation, dans sa commission, l'on peut pouvoir considérer, en termes d'étage ou de valeur, qu'il est des personnes qui sont beaucoup plus restaurées par le fait qu'on reconnaît en lui un grand homme. Cette réparation n'est pas négligée, elle est d'ordre moral. Quelqu'un à qui on a dit qu'il est voleur, mais vous passez pour dire qu'il n'est plus voleur. Pour lui, c'est une restauration maximale au-delà des millions, parce que peut-être il a plus de millions que vous. Mais maintenant, la notion de réparation, dans sa compréhension intégrale, ou dans sa conceptualisation large, amène des étapes, ou même des compartiments. Le matériel, c'est-à-dire la remise du bien, la réparation du bien. Déjà en 2004, j'ai participé aux travaux préparatoires de cette loi-là. Pourquoi? Parce que j'étais l'encadreur d'un ancien doyen que j'ai remplacé ici, le Massala, qui était rapporteur adjoint de cette histoire de ces sacs. Mais bien entendu, expert de Maurice Montina, j'ai été invité aux travaux de cette loi-là de 2004 sur la RAM, la haute autorité des médias. Et donc, le droit de réponse était considéré lors du débat comme une réparation, alors morale, considérée nécessaire par la personne dont les propos, l'infamie avait été telle que son honneur était détruit. Pourquoi? Parce que l'honneur vaut mieux que parfois l'argent. Sans honneur, on ne vaut rien. Alors voilà pourquoi, après ces éclaircies, je m'en vais rapidement préciser également que dans la concomitance procédurale, l'étudiant nous amène son concept idéo de poursuite. Il dit, mais les juristes étaient exposés à tout ça. Quelle est la réponse? La réponse est dans la loi. Pourquoi? Parce que au pénal, le parquet ne peut jamais recevoir une plainte contre un journaliste dont les PV de constat de cette faute, de cette infraction, n'a pas été traduite, transmise par les CESAC. J'insiste, c'est ce qu'on appelle qu'il faut toujours un procès verbal à la manière du droit du travail. Quand vous n'avez pas les PV qu'on appelle procès verbal de non-conciliation, vous ne pouvez pas saisir le juge. Il en est de même pour le journaliste. C'est ce qu'on appelle ici privilège. Pourquoi? Parce qu'un journaliste, pour le fait journalistique ou de presse, ne peut pas être appréhendé par un magistrat, par un policier, sans s'exposer aux critiques. Alors, critique du recul des habitudes et même
critique de la culture démocratiste. Voilà pourquoi cette possibilité est un privilège. Cependant, il y a une exception. C'est en ce qui concerne les infractions flagrantes, tenues telles ou réputées telles. Dans ce cas-là, et comme dans le cas du président de la République, pour prendre la plus grande autorité, la plus sécurisée, la flagrance ignore les privilèges de juridiction. De l'action disciplinaire. Et celle-ci se déroule totalement devant leur père qu'on appelle commission de discipline, mais il y a une terme, Union nationale de journalistes, qui elle aussi fera rapport au CESAC, pour supérieur, n'est-ce pas, de l'audiovisuel, pour pouvoir enfin constater le fait et pour voir s'il n'y a pas de solution à ce niveau-là, c'est sûr que non. Voilà pourquoi les suites. Mais l'apport de l'étudiant, c'est de voir comment, d'un côté, nous voulons que la presse soit libre, mais de l'autre, nous régorgeons dans notre armoire de lois liberticides, c'est-à-dire de lois qui... Après débat et délibération, les jurys déclarent recevable votre travail. Dès ce soir, il trouvera sa place dans les rayons de notre bibliothèque. Et pour l'exercice de tout à l'heure, les jurys vous accordent la cote de 18 sur 20. Madame du tribunal de paix, Omar. Venez. Voilà. Félicitations. L'ENA m'avait dit Allez, va peut-être. J'ai compris que Nissan Gala, bata. Allô, qui vient? Finga zo benga yo no zo utia. Zo komela o bien. Zo luka na zela na luka na zo zela na ba tinde na tia. Mususu wana. Ah, yango go. Na zo komela ka nga vendeni zo kana te buloka ka bende rien.
wapi te en tout cas c'est quoi le papa? Et Bintou. Mais il fallait voir le coloter. Bintou, il a coincé pour moi. Samy! Samy! Oh!